Vendredi 9 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du soir. Au Palais du Peuple, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a reçu le serment du procureur près de la Cour constitutionnelle et les 3 premiers avocats généraux. Reportage de nos amis de la presse présidentielle. Suivez. Devant une assistance sélective réunie dans la salle des congrès du Palais du Peuple, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le serment des hauts fonctionnaires de la haute instance judiciaire du pays. Il s'agit du procureur général près la Cour constitutionnelle ainsi que des 3 premiers avocats généraux près la même cour. Jean-Paul Mokolon Kolecha, nommé depuis le 29 avril, et les 3 premiers avocats généraux, à savoir Ndaka Matandombi, Bonane Biakwa Jiri et Madame Claire Massiala-Kaza, promus le 6 juin dernier par ordonnance présidentielle. Ils ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions leur confiées. Des fonctions qui trouvent leur soubassement juridique dans l'article 10 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le tout se conformant à l'article 32 de la Constitution qui stipule, je cite, « Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. » Fin de citation. Plusieurs personnalités, membres du gouvernement, chefs des institutions, députés et sénateurs ont rehaussé de leur présence cette cérémonie solennelle. Une particularité à signaler, parmi les 4 hauts magistrats promus par le président de la République figure une femme, Madame Claire Massiala-Kaza, élevée au rang de premier avocat général, sera ainsi la toute première femme à occuper ce haut rang dans l'arène de la magistrature congolaise. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie qui a pris fin en début d'après-midi. Restons toujours dans les activités du chef de l'État, cette fois-ci c'est au Palais de la Nation, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu 4 lettres de créanciers des ambassadeurs accrédités ici en République démocratique du Congo, encore une fois, avec nos amis de la presse présidentielle. Suivez. Balai diplomatique, raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et 4 pays, respectivement le Sénégal, le Royaume-Uni, l'Éthiopie et la Chine, dont les ambassadeurs extraordinaires ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 8 juin au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Reçu le premier par le chef de l'État, Doro Si est le nouvel ambassadeur de la République du Sénégal à RDC. Il est détenteur d'un baccalauréat en économie et d'un certificat d'études en politique et relations internationales de Paris en France. Le diplomate sénégalais était notamment assistant à la Société nationale d'électricité du Sénégal à Dakar et superviseur à la caisse d'assurance maladie. Madame Alison Grace King Obey a été reçue par le président de la République en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique en République démocratique du Congo. Elle a été conseillère juridique adjointe au département des affaires étrangères et du Commonwealth au Royaume-Uni. À Khartoum, au Soudan, elle a été directrice à la section politique de l'ambassade de son pays. Madame Alison King a assumé les charges de représentante permanente du Royaume-Uni à l'Union européenne à Bruxelles et les professeurs assistantes en droit à l'Université de Columbia. C'était ensuite au tour de Madame Fortuna Dibako Cesare, ambassadeur d'Éthiopie, de présenter ses lettres de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplomate de carrière, elle a une vaste expérience des relations multilatérales, bilatérales et de l'expertise sur diverses questions d'actualité, notamment les négociations intergouvernementales sur les objectifs de développement durable, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le changement climatique et le développement économique. Madame l'ambassadeur d'Éthiopie a travaillé comme chef
des missions adjointes avec rang d'ambassadeur en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux institutions de l'Union européenne et à l'Organisation des États des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Elle a une maîtrise en coopération internationale et économie de développement obtenue à Rome en Italie, un diplôme en informatique de l'université d'Addis Abeba et une licence en économie de l'université d'Asmara en Érythrée. Zhao Bin, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à RDC, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Titulaire d'un diplôme de master, il a travaillé notamment comme directeur au département des affaires de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de Chine, conseiller puis ministre conseiller à l'ambassade de Chine en France. Avant son accréditation à Kinshasa, l'ambassadeur Zhao Bin a exercé les fonctions de directeur général adjoint au département des affaires de l'Europe en Chine. Il arrive à Kinshasa en ce moment où la RDC et la Chine réchauffent leur coopération qui se veut globale et un partenariat stratégique au bénéfice de deux peuples congolais et chinois. Autre chose à présent, à l'Assemblée nationale, la plénière a coté à l'unanimité le projet de loi relatif aux finances publiques. Je vous l'ai mis pour les détails TV. La plénière de ce jeudi 8 juin 2023, dirigée par l'honorable Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a voté à l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relatif aux finances publiques tel que modifié et complété par la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018 après son examen article par article séance tenante. Sur 364 députés qui ont pris part au vote, 362 ont voté oui, un député a voté non et un député s'est abstenu. Dans l'économie que le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bodji Sangara a fait de ce projet de loi, il ressort que depuis juillet 2011, la gestion des finances publiques en RDC est régie par la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Cette loi consacre une gestion budgétaire axée sur les résultats, notamment à travers l'instauration des budgets programmes, mode de gestion par lesquels l'allocation des crédits budgétaires est opérée au profit d'actions à mener dans le cadre des politiques publiques. Cette loi avait fixé l'échéance légale du basculement vers le budget programme au 1er janvier 2019. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des actions des réformes à mettre en œuvre, le délai initialement prévu s'était avéré intenable. Cette nouvelle échéance du basculement, ainsi fixée au 1er janvier 2024, implique que le projet de loi de finances 2024, présenté au Parlement au mois de septembre de cette année, soit produit en mode programme. Ce projet de loi apporte donc des modifications autour de 5 matières. Les débats d'orientation budget, les dotations, la documentation budgétaire, l'échéance du basculement et le suivi parlementaire annuel de la mise en œuvre de la réforme du budget programme. Déclaré recevable, le projet de loi a été soumis au vote article par article sans débat, quitte à verser les amendements à la commission ECOFIN qui devait procéder au toilettage du test. Vu l'urgence, la loi a été débattue séance tenante. Ce projet de loi a été finalement voté et sera envoyé au Sénat pour la seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. Examiné en mode d'urgence, ce projet de loi a été soumis à un vote nominal. Intervenant à la séance plénière du Sénat, le ministre des Sports confirme la tenue à Kinshasa de 9 Jeux de la francophonie. Kaboulou Mwana Kaboulou rassure ensuite quant au décaissement des primes des léopards, car les comptes des joueurs sont déjà approvisionnés pour le match contre le Gabon. On l'écoute, il est au micro de Jules Boulembi. Afin de garantir une participation honorable et performante de notre pays à ces Jeux, le ministère des Sports a élaboré un programme de préparation en 3 étapes. Première étape, Kinshasa, rassemblement des athlètes et officiels inscrits dans les 9 disciplines de programme. Deuxième étape, à l'étranger, Brazzaville, temps d'entraînement pour 5 disciplines, athlétisme, basketball, cyclisme, lutte libre et lutte africaine, au centre sportif de Kintele, qui dispose des infrastructures répondant aux normes internationales. Ensuite, Abidjan, temps d'entraînement pour 2 disciplines sportives, le football et le judo. Il y a lieu de relever qu'une bonne préparation en temps utile constitue un gage d'une participation honorable et performante.
Les Jeux de la francophonie auront-ils lieu à la date prévue? Les Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Sur décision du gouvernement, l'option prise est que désormais, tous les athlètes et officiels seront payés par les systèmes bancarisés, comme c'est le cas avec les léopards. Et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui, cet après-midi, que pour le match du 18 juin 2023 à Franceville, au Gabon, dans 10 jours exactement, les joueurs vont commencer leur stage à Douala au Cameroun dans quelques jours, mais les joueurs sont déjà bancarisés et leurs comptes déjà approvisionnés. Ils ont leur carte et de demain, ils peuvent utiliser leur prime. L'argent est dans le compte. Je signale également que le coach de notre équipe nationale, Sébastien Desabre, a reçu hier son SWIFT et le retard de paiement de son salaire est réglé. Toutes les conditions sont prises pour que nos léopards puissent bien se défendre et chercher, dans la mesure du possible, d'arracher la qualification C. Bientôt, la délivrance des cartes d'identité en RDC pour se faire. Sam Maloukonde a présidé la cérémonie de signature du protocole relatif au transfert de données et d'autres matériels importants à l'ONIP et à l'INC par la CENI. Jules Boulendi pour les détails suivis. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est de plus en plus déterminé à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et de recensement conformément à son programme d'action 2021-2023 et selon la vision du président de la République. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé ce jeudi 8 juin 2023 à l'hôtel du gouvernement la cérémonie de signature officielle du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national de la statistique. Ce protocole d'accord est relatif au transfert des dispositions d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel de collecte par la CENI aux deux autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation les opérations d'identification et de recensement général de la population, ce qui ouvre la voie à la délivrance bientôt des cartes d'identité nationale aux Congolais. Les différents speeches des responsables des institutions concernées ont immédiatement été suivis par la signature du protocole d'accord, document important qui matérialise la mutualisation des opérations d'enrôlement, d'identification et de recensement de la population. Le président de la CENI a procédé par la même occasion à la remise symbolique de matériel ayant servi à l'enrôlement des électeurs à l'ONIP pour qu'à son tour l'ONIP puisse procéder dans les jours qui suivent au lancement officiel de l'opération d'identification de la population, notamment par la ville-province de Kinshasa comme province pilote. Ceci va permettre d'économiser les moyens financiers que le gouvernement de la République devrait dépenser pour réaliser ces opérations. Outre le matériel, la CENI met à la disposition de l'ONIP son personnel temporaire qui a travaillé lors de l'enrôlement pour réaliser cette opération. Dans ce monde de circonstances, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui s'est montré très heureux, a commencé par rendre un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa promesse d'offrir la carte nationale d'identité à la population qui tend à se concrétiser. Le président de la CENI n'a pas manqué de saluer la détermination du Premier ministre qui a tenu fermement à la mutualisation malgré des difficultés rencontrées sur le terrain. La délégation du Conseil congolais de la batterie, conduite par son directeur général Denis Le Couturier, a été reçue par Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalamba. L'objet de l'audience a été celui de visite de courtoisie à la ministre et lui informer de descente aux mines du Katanga dans le cadre de la phase de l'opéralisation du projet de batterie électrique ici en République démocratique du Congo. Alain Nokap, les détails suivants. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, a reçu dans son cabinet de travail la délégation du Conseil congolais de la batterie venue pour la visite de courtoisie et c'est depuis la dernière rencontre de la création du Conseil congolais de la batterie qui s'occupe de l'administration de fabrication des batteries électriques. Outre la visite de courtoisie, la délégation de Denis Le Couturier a saisi l'occasion pour présenter son agenda de descente aux mines du Katanga. Comme l'on sait, la fabrication des batteries électriques
dépend des minerais. Il a fallu effectuer une descente sur terrain en vue de se rendre compte de l'effectivité de ces minerais destinés pour la fabrication des batteries électriques, d'où la nécessité d'avoir le quitus et l'appui de l'autorité des mines de la RDC, la ministre Antoinette Samba Kalambayi. Nous avons effectivement été reçus par son Excellence la ministre des Mines, que nous remercions pour ça. Ça portait essentiellement sur 2 points. Dans un premier temps, c'était une visite de courtoisie que nous n'avons pas encore faite depuis que le Conseil congolais de la batterie a été créé, parce que les mines sont le départ de la chaîne de valeur des batteries. Donc c'était tout à fait naturel qu'on vienne faire une visite de courtoisie. Et nous planifions une visite de mines de Katanga. Nous avons besoin de son appui et son support pour ça qu'elle a bien voulu. Donc c'est ça les deux motifs de notre présence ici. Après la signature d'accord entre la RDC, la Zambie et les États-Unis pour la fabrication des batteries électriques, l'étape suivante est celle de la matérialisation du projet qui intervient dans le cadre de la transition énergétique. La RDC, dans ce projet, joue un rôle majeur de disponibilité et de fourniture de matières premières. Elle est suivie de la Zambie. Véritable revirement de situation, les 2 personnalités qui ont été à la une de l'actualité cette semaine, à savoir Godin Poyi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et Gentili Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, se sont réconciliés, mais l'attitude que les 2 personnalités ont affichée montre à quel point comment la ville est mal gérée. Suivez cet élément. Leurs proches ont appelé cela la paix des braves, mais d'aucuns ont qualifié de parodie de paix. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, et le gouverneur de la ville de Kinshasa étaient en froid, selon certaines personnes. Aujourd'hui, ils ont décidé de bannir leurs invectives dans les médias et les réseaux sociaux pour fumer le calumet de la paix. Drôle de spectacle, triste et désolant pour les Kinois, qui, à la place de voir ces 2 personnalités jouer au chat et à la souris, ont besoin de voir leur ville, qui a plus de 15 millions d'habitants, être plus moderne, assainie et développée. Le président de l'Assemblée provinciale accuse le gouverneur d'être à la base d'une triste fiction des travailleurs au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, où l'argent qui s'évapore chaque mois, estimé à plus ou moins 1 500 000 $ américains. Il a encore évoqué des problèmes de faux documents financiers présentés par le gouverneur. Bref, toute une panoplie de griefs qui incriminent le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour qu'aujourd'hui ces problèmes puissent surgir? Dommage, cher monsieur. Ce n'est pas en présentant de la sorte cette situation que l'on dira que le travail a été bien fait au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le gouverneur Gentili Ngobila a dans sa gestion occasionné beaucoup de retard et a montré suffisamment de déficit dans la gestion de la ville de Kinshasa. Dès son arrivée, le go était déjà raté et rien n'a marché jusqu'à ce jour. Le plus grand projet Kinbopeto a montré ses limites et la ville est très sale et par certains endroits une forte insécurité Kuluna, où les Kinois ont subi cette loi de ces garçons pendant des années. Gentili Ngobila a bénéficié, si l'on peut comprendre, d'une grande largesse de la part du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dirigé par M. Godin Poyi. Les députés provinciaux, pour la plupart, ont fait allégeance au gouverneur, alors qu'ils devaient contrôler le gouvernement provincial et son équipe. Dommage, en 4 ans, le mariage était très bien scellé entre ces 2 personnalités. Aujourd'hui, à quelques mois des élections, chacun veut tirer son drap de son côté pour se blanchir vis-à-vis des Kinois. Trop tard, vous avez été piètre pendant tous les 4 ans. Et ça, les Kinois ne l'oublieront jamais. Soyez-en sûrs. Les urnes vous en diront bientôt quelque chose. À très bientôt, cher monsieur. Jimmy Lumbu, cadre du parti AC, réagit par rapport au conflit entre Godin Poyi et Gentili Ngobila. Propos recueillis par Nancy. Suivez. Je veux ici dire que nous sommes un peuple. Nous avons le devoir sacré de protéger aussi notre image en tant que nation. Mais ce qui s'est fait au niveau de la ville-province de Kinshasa, qui d'ailleurs est la capitale de notre pays, est déplorable. Déplorable parce que on a le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Godin Poyi, qui a noté quelques griefs dans le chef du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Gentili Ngobila.
il aurait parlé, sinon il a mentionné trois grands éléments importants qu'il estime dénoter de la bonne gestion de la ville de Kinshasa, notamment les agents fictifs, les comptes bancaires parallèles et des fausses preuves bancaires, sinon des documents falsifiés. Mais au soir de la journée d'hier, on n'a pas compris, on a vu à travers les réseaux sociaux une espèce de réconciliation qui ne dit pas son nom. Et même dans le visage des acteurs, on sent la méfiance. Je pense que sans beaucoup d'exercice, on comprend qu'on est très loin d'une bonne gestion de la ville-province de Kinshasa. Parce qu'on aurait cru que le grief retenu à charge du gouverneur par le président de l'Assemblée provinciale soit d'abord élucidé, éclairé, et après on passerait à autre chose. Je crois que les institutions sont fortes par leurs animateurs. Il faudrait que le Congolais change de paradigme. Ce qu'on a vu hier n'augure pas un avenir assez meilleur pour la ville de Kinshasa. Je pense que s'il faut annoncer ou adresser un message aux Congolais, c'est être sérieux. Nous devons être sérieux en tant que peuple. Le Congo, c'est le seul patrimoine qu'on a en commun. Si on jetait en pâture les efforts nous fournis par les pères de l'indépendance jusqu'à ce jour, ne pensons pas avoir un état assez meilleur dans le jour qui vient. Déjà qu'on est en retard, on doit travailler avec beaucoup d'abnégation pour élever un peu le niveau de notre pays qui est en recul. L'ultimatum donné au gouvernement, notamment pour la paie complémentaire, la publication des listes des admis sous statut, la promotion en grade et le retrait immédiat et sans condition du projet de loi Guy Mafuta interdit aux professionnels de la santé de faire la grève si le gouvernement de la République ne répond pas positivement à ces revendications. Le 16 juin 2023, la grève va commencer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans le secteur de la santé à l'ENOCA. Pichou qui nous a appelé les détails suivis. Les regroupements de plus de 9 syndicats des agents de l'État du secteur de la santé ont donné 9 jours au gouvernement de la RDC pour répondre aux revendications des infirmiers, les médecins et les administratifs de la santé. Passé le délai de 15 jours, si le gouvernement de la RDC ne trouve pas la solution, le jour suivant, c'est-à-dire le 16 juin 2023, la grève sera déclarée à travers tous les établissements sanitaires de la République démocratique du Congo. Nous attendons la paix complémentaire d'ici le 15 juin. Deuxième élément, nous attendons la publication des actes administratifs, notamment l'admission sous statut, et nous attendons la promotion en grade la semaine qui vient. Et la fin, c'est le 15 juin. Quatrième élément, c'est celui de retirer le projet de loi Guy Mafuta qui a tendance d'interdire la grève dans les secteurs de la santé. Si les 4 recommandations sont réalisées, exécutées par le gouvernement, nous n'allons plus exécuter la grève. Mais dans le sens contraire, si cela ne se fait pas dans les délais que nous accordons au gouvernement, à partir de lundi 16 juin, les syndicats des infirmiers appelleront les membres à la grève parce que c'est à leur demande que nous allons le faire. Cette mise à garde a été prise en commun encore avec les médecins, les infirmiers et les administratifs de l'État du secteur de la santé publique. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant Mbangu Machita Marcel, séjourne à Bukavu depuis ce jeudi 8 juin 2023 en mission de service. Encore une fois, nos confrères de la presse militaire suivent. En mission de service dans la province du Sud Kivu, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, a quitté la ville de Kisangani ce 8 juin 2023 à 13h25 pour Bukavu via la ville volcanique de Goma où il n'a eu qu'un repos de quelques minutes. Retenez que le deux commandants adjoints de la 3e zone de défense, respectivement le général-major Dieudonné Mutupeke en charge des opérations renseignement, ainsi que le général de brigade John Sangwa en charge de l'administration logistique et le chef d'état-major, le général de brigade Séraphin Kelekelo ont accompagné les commandants zone à l'aéroport international de Bangoka.
À l'aéroport international de Goma, les commandants zone étaient reçus par une délégation de généraux conduite par le commandant 34e région militaire et il a eu droit aux honneurs militaires avant de s'envoler vers Bukavu. En outre, tous les officiers de la garnison de Bukavu, avec à leur tête les commandants 33e région militaire, ont réservé un accueil délirant à la délégation conduite par les commandants de la 3e zone de défense, laquelle délégation est composée de la cellule opérationnelle 3e zone de défense et son état-major particulier. Enfin, ici est de noter que plusieurs activités sont organisées à Bukavu durant le séjour du commandant de la 3e zone de défense. Le chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Sikabwe Asindafal, a procédé le jeudi 8 juin 2023 à l'évaluation de la situation sécuritaire du pays au cours d'une réunion de travail avec les commandants des régions militaires venus de la 1e et de la 2e, de la 3e zone de défense au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. La presse militaire pour les détails. L'évaluation de la situation sécuritaire du pays a été au centre de la réunion présidée ce jeudi 8 juin 2023 par le lieutenant-général Sikabwe Asindafal, chef d'état-major de la force terrestre. Cette réunion a eu pour cadre la salle de souvenirs du Collège de hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa. Elle a regroupé autour du chef d'état-major de la force terrestre les commandants des régions militaires de la 1e, de la 2e et de la 3e zone de défense de notre pays. La réunion s'est particulièrement penchée sur l'expansion de la menace des assaillants Mobondo sur la ville-province de Kinshasa et les provinces du Kwango, du Kwilu et du Congo central vers Kimvula. La problématique des éleveurs transhumains Bororo, la situation sécuritaire dans l'espace kassaïen et dans la partie est de notre pays ont également été passées au peine fin par les participants. Dans son intervention, le chef d'état-major de la force terrestre a mis un accent particulier sur les options stratégiques à implémenter pour faire face à toutes ces menaces. Sur le contrôle, votre responsabilité nous poussé à provoquer cette réunion. Cette réunion qui est une réunion de commandement élargi, afin de trouver des solutions appropriées aux questions sécuritaires en ligne. Comparativement à une mission régalienne, selon l'article 187 de la Constitution, qui sont la défense de l'intégrité du territoire national et des frontières contre toute subversion et contre toute attaque. Assurer la sécurité des personnes et de l'ordre. Pour le général-major Ilondo Ifondo Igo, commandant intérimaire de la 1e zone de défense, sa structure est prête à se mettre en œuvre. Une fois les options stratégiques mises à disposition, il en a profité pour présenter la situation générale dans sa zone d'intervention. Il s'en est suivi des exposés sectoriels présentés par chaque commandant des régions militaires présents avant les travaux en commission. Les conclusions et les recommandations seront transmises au chef d'état-major général des FARDC pour des orientations et des décisions. Au cours de ces assises, les commandants AI de la 1e zone de défense, les commandants de l'opération Kwamod et les commandants du secteur opérationnel Nord-Équateur ont été associés à cette rencontre qui se tient une fois. Ils ont fait de leur atelier un véritable nid de savoir. Le fer est poli ici et traité pour en faire des mâles. Un travail qui nourrit son homme, un métier qui sauve, celui de travailler le fer. Nikonjoli pour les détails, suivez. S'adapter aux besoins de manière rationnelle. La tôle qui sert à la toiture ici est d'abord compressée très délicatement. Ensuite, cette tôle est polie, bien travaillée et prête à devenir une malle pour conserver soit les habits ou encore des documents administratifs. Cet atelier s'est spécialisé dans ce genre de travail qui aujourd'hui fait le bonheur de plus d'une personne. Une vision gouvernementale doit se dégager pour aider ces multiples Congolais qui se débrouillent tant soit peu pour des aides ou encore leur aider à entrer facilement dans le secteur des marchés qui est devenu actuellement l'apanage des Indo-Pakistanais. J'ai appris ce métier en 1999 chez mon ancien maître qui travaillait à l'époque à l'Efenema. Nous sommes des jeunes Congolais et on se bat seuls. Nous sommes prêts aussi à aider les jeunes Colonna qui sillonnent les avenues en les apprenant ce métier. Et chez nous, c'est gratuit. Nous avons juste besoin que l'État puisse nous aider pour les financements, plus précisément le FPI, et nous trouver un endroit approprié pour mettre notre atelier car nous travaillons actuellement pratiquement en pleine avenue. Nous avons aussi du mal à atteindre quelques autorités. À travers votre chaîne Kanakim Télévision, nous espérons que ce message passera et que nous trouverons gain de cause.
toujours combattu. On a lancé le message à travers la télévision, à travers la chaîne, à travers peut-être d'autres messages de Mukabiso. Voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition. Raissa Bola a assumé l'édition. Rodi Louadio était à la réalisation. Koupar Bola à la caméra. C'en est fini pour ce soir. Le rendez-vous, la rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain à 7h samedi, toujours sur la même chaîne. Dans la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez soin de vous.